en tout cas de vous souhaiter la bienvenue pour ce webinaire sur le thème Combler les écarts, recherche et action contre le cancer au Burkina et en Afrique de l'Ouest. Donc, il faut rappeler que ce webinaire s'inscrit dans le cadre des chaires de coopération financées par les relations internationales de l'Université libre de Bruxelles et c'est une collaboration en deux chercheuses, deux institutions et aussi deux continents. Et donc ici, la chaire, elle est co-construite par l'intervenante du jour, Samira Touré-Traogo et moi-même. C'est important aussi de rappeler que cette chaire, elle est portée par le Centre de recherche en épidémiologie biostatistique et recherche clinique de l'École de santé publique de l'ULB, mais l'Université Joseph Kizerbo, plus précisément le département de santé publique. Peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la chaire de coopération, donc la chaire de coopération ou les chaires de mobilité au niveau de l'ULB ont pour objectif de construire des ponts, renforcer des partenariats académiques ou universitaires au niveau international, mais aussi ouvrir des espaces de réflexion, d'échange ou d'action et plus particulièrement sur les enjeux de la santé publique, en tout cas en ce qui concerne Samira Touré-Traorgo et moi aussi. Donc, pour vous présenter rapidement notre intervenante du jour, donc Samira Touré-Traorgo est assistante hospitalo-universitaire en santé publique à l'Université Joseph Kizerbo de santé publique au Burkina Faso. Elle est également professeure adjointe à l'Université Canada, co-porteuse de la chaire pour l'action contre le cancer, contre le cancer. Je pense que je ne me suis pas présentée, donc je suis Fatih Kirakoya, professeure de biostatistique au Centre de recherche en épidémio, biostatistique et recherche clinique à l'École de santé publique de l'ULB, passionnée par les chiffres, les modèles, mais surtout les humains derrière ces chiffres-là. Donc, accessoirement, aujourd'hui, je fais office de modératrice, gestionnaire du temps, mais je peux vous rassurer sans carton, sans Samiratou, je te cède la parole et encore merci de partager tes travaux sur le cancer au Burkina et en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup pour ce Kirakoya. Merci à tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui pour échanger avec nous sur cette thématique assez intéressante, en tout cas sur laquelle nous travaillons depuis quelques années. Donc, je commence déjà par remercier l'ULB pour cette opportunité et qui nous est donnée de pouvoir découvrir les activités qui se font à l'UNSP et de pouvoir aussi partager ce que nous faisons afin de créer des ponts et des collaborations. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu une partie de ce que nous faisons et on va explorer ensemble les opportunités ou les possibilités de collaboration. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez une question. Je ne sais pas si Fatih, vous voyez bien l'écran et quand quelqu'un lève la main, vous pouvez m'interrompre parce que moi, quand je vais commencer la présentation, certainement que je ne vais plus avoir une vue d'ensemble dessus. Donc, Je ferai un suivi. Je fais le suivi pour toi. super, Sans merci parce souci. qu'on a, voilà. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du cancer et je vais essayer de suivre un plan de présentation qui sera de situer le contexte épidémiologique du cancer au Burkina, de parler un peu de ce qu'on a, ce que ce qu'il y a comme barrière à la prévention au traitement dans ce contexte, ce que nous faisons comme recherche et action au niveau de notre équipe de recherche et les axes de collaboration que nous vous proposons, ou en tout cas sur lesquels on peut discuter et échanger.
Donc, pour avoir une vue globale, il faut savoir que le cancer constitue maintenant la deuxième cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires dans le monde. Et on estime que un homme sur 6 environ va développer un cancer dans sa vie et une femme sur 8 va aussi certainement développer un cancer dans sa vie. Et malheureusement, un homme sur 6 risque d'en mourir et une femme sur 11 risque de mourir de cette maladie. Donc, c'est devenu une maladie en tout cas dont le risque de souffrir de cette maladie ou d'en décéder est élevé. Et au niveau mondial, lorsqu'on regarde un peu le cancer, on voit que le cancer, l'incidence est élevée dans les pays occidentaux. Donc, comme vous voyez sur cet écran en bleu foncé, c'est des pays où l'incidence du cancer est très élevée. On voit notamment que en Europe et en Amérique du Nord, il y a l'incidence du cancer est élevée. Par contre, lorsqu'on regarde aussi la mortalité, certes, la mortalité dans ces pays où l'incidence est élevée est grande, mais on est dans des pays où l'incidence est basse, mais la mortalité est élevée. Le risque de mourir de cancer est plus élevé dans beaucoup de pays africains malgré une faible incidence. Donc, ça montre que c'est une pathologie. Les inégalités liées à cette pathologie aussi existent à travers le monde. En ce qui concerne le Burkina, les données récentes validées de l'OMS montrent que les cancers les plus fréquents chez les hommes sont les cancers de la prostate, du foie, de la vessie et les leucémies et le pancréas. Chez les femmes, les cancers les plus fréquents, c'est le sein, le col de l'utérus, le foie, l'ovaire, la vessie. Il y a environ plus de 14 000 personnes qui développent un cancer au Burkina Faso, selon les dernières données, mais plus de 3 quarts de ces personnes-là vont mourir malheureusement. Et ces données d'estimation de l'OMS corroborent avec ce qu'on retrouve un peu dans nos statistiques sanitaires. Ces données que je vous présente là sur cette diapositive ont été validées seulement la semaine dernière et publiées la semaine dernière par le ministère de la Santé du Burkina Faso, où on montre que les consultations pour des cancers suivent un peu la tendance des projections faites par l'OMS. Donc, on voit que le cancer du sein constitue la première cause de consultation pour cancer dans nos hôpitaux, suivi du cancer de la prostate et du cancer du foie. Il y a des cancers qui ne sont pas, il y a des tumeurs qui ne sont pas classées, qui aussi ont une part importante dans les cancers, les consultations pour cancer dans nos hôpitaux. Et lorsqu'on regarde les projections, malheureusement, les choses vont se dégrader à travers le monde. On constate que le nombre de cancers va augmenter d'ici 2050 si on continue dans cette lancée. Donc, et on voit que les continents où le nombre de cas va augmenter le plus sont les continents comme l'Afrique ou l'Amérique latine. Donc, les zones les plus pauvres du monde seront les zones où le nombre de cas de cancer va augmenter. En Afrique, par exemple, on aura 1% d'augmentation de cancer. Et en termes de décès, le risque, l'Afrique sera le continent où le risque les décès liés au cancer vont augmenter de façon exponentielle ou de façon conséquente, plus de 146% d'augmentation d'ici 2050. Donc, c'est une maladie qui va de plus en plus exister dans ces pays et tuer beaucoup plus dans les années à venir. J'ai l'impression que je perds la connexion. Je ne sais pas si vous avez des difficultés à suivre, mais je sens que la connexion n'est pas du tout stable. Je ne sais pas si vous le sentez Non, ça aussi. va très bien, on t'entend parfaitement. Ah, excellent, Oui, c'est ça. excellent.
Oui, Merci. tu peux y aller. Donc, au Burkina particulièrement, quand vous regardez 2022, les données validées en 2022, parce que les données sont validées avec 2 ans, 3 ans de retard. Donc, les données validées actuellement, on a environ 14 000 cas de cancer et on estime que le nombre pourra atteindre 39 000 cas de cancer au Burkina par an, de nouveaux cas de cancer par an en 2050. Les décès actuellement, vous voyez que plus de 3 quarts décès, 11 000 personnes sont décédés de cancer environ en 2022 au Burkina Faso. Et ce chiffre pourrait atteindre 30 000 par an si rien n'est fait en 2050. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Burkina, c'est ce pays enclavé au cœur de l'Afrique de l'Ouest et qui est entouré de beaucoup de pays, dont le Mali, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Bénin, le Togo. Donc, en 2022, on estimait que la population était d'environ 22 millions d'habitants pour une superficie de 274 200 km². Et quand on regarde, comme pour beaucoup de pays africains, la pyramide des âges, on voit que la population est très jeune et on estime qu'environ plus de 63% de la population du Burkina a moins de 25 ans. Donc, mais il y a de plus en plus de populations vieillissantes. L'espérance de vie a atteint plus de 60 ans contre 50 ans et il y a peut-être 10, 20 ans. Et on note que c'est un pays où il y a beaucoup plus de femmes, légèrement plus de femmes, environ 52% de la population est féminine. Donc, c'est un peu le même faciès, ou en tout cas le même regard que les pays comme le Mali, le Niger, c'est un peu le même profil de population. Donc, le contexte de ce pays est malheureusement un pays où il y a un fardeau apparent élevé de maladies infectieuses. Et effectivement, quand on regarde les statistiques sanitaires, les données de consultation, on se rend compte que c'est un pays où plus de la moitié de la population environ 10 millions de cas de paludisme par an dans le pays. Par exemple, cette période, c'est la saison pluvieuse où il y a beaucoup de nids de poules, comme on les appelle, des retenues d'eau liées à la saison pluvieuse et le risque de paludisme est très élevé. Et quand on regarde les décès liés au palud dans les informations sanitaires, il y a environ 3 500 décès par an liés au paludisme grave notamment. Mais il ne faut pas oublier, ces décès qui surviennent dans les formations sanitaires, c'est surtout pendant les épidémies, c'est très flagrant. Par contre, quand on regarde les décès liés au cancer, on a environ 11 000, plus de 11 000 décès qui sont survenus, par exemple, en 2022. Ce sont des décès qu'on ne voit presque pas, si on peut le dire ainsi, parce que la plupart des malades ont été malades pendant longtemps. Ils vont certainement décéder dans leur famille, en communauté. Donc, c'est des statistiques qui font qu'on peut être biaisé en disant que le cancer, par exemple, n'est pas un problème. Quand on regarde les nouveaux cas de cancer, 14 000 par rapport au paludisme, 10 millions de personnes. Et pourtant, quand on regarde les décès liés au cancer, il y en a conséquemment. Et c'est une maladie où la plupart des patients vont payer de leur poche les soins et les soins sont très énormes. Quand on prend l'exemple du paludisme, pour soigner un paludisme simple à grave, en moyenne 25 000 francs CFA, disons 30 euros, on peut se soigner. Alors qu'une cure complète pour un cancer va peut-être monter à 10 fois, voire 20 fois plus cette somme. Et malheureusement, beaucoup de patients aussi finissent par mourir. Donc, c'est une maladie vraiment dont le fardeau en termes d'incidence de mortalité est élevé, mais aussi économique est élevé. Et dans un pays, le Burkina Faso, comme par exemple des pays comme le Niger ou le Mali, connaît des incidents graves qui fragilisent le système de santé. Donc, depuis 2015, le pays connaît des attaques régulières de personnes venues notamment du Sahel, du nord, du nord-est du pays. Donc, vous voyez en rouge sur ces 4, c'est les formations sanitaires qui ont été affectées par la crise sécuritaire qui sévit depuis 2015. Donc, il y a plus de 424 centres de santé qui sont fermés dans ces zones-là.
et 309 centres de santé qui fonctionnent à minima. Donc, on estime qu'environ 3 millions de personnes sont affectées par ces problèmes. Donc, ce sont des problématiques qui vont freiner l'accès aux services de santé, que ce soit les soins de santé de base, et n'en parlons même pas des soins de santé liés au cancer. Et en termes d'accès à la prévention, au traitement, c'est un pays où il y a peu de centres de diagnostic et peu de centres de prise en charge du cancer. Et l'annuaire statistique des statistiques des professionnels de santé validés récemment montre que les ressources humaines manquent. Dans les systèmes publics, il y a seulement une dizaine de médecins oncologues, des cancérologues, et environ moins d'une vingtaine d'anatomopathologiste pour diagnostiquer ce mal-là. Donc, et c'est inégalement reparti parce que vous voyez sur cette carte du pays, les zones avec les étoiles, c'est les zones où on peut faire un diagnostic, on peut bénéficier d'un diagnostic du cancer. Et les triangles verts, c'est les zones où on peut bénéficier d'une prise en charge de cancer. Donc, sachant bien que tout est concentré à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Donc, ça crée une inégalité, une barrière d'accès à la prévention, au diagnostic et au traitement des cancers. Pourtant, c'est un pays, le Burkina Faso est pionnier, disons, en matière de prévention. Quand on prend l'exemple du cancer du col de l'utérus, qui en 2018 a été promulgué comme pouvant être éliminé comme problème majeur de santé publique par l'OMS, qui avait fixé comme objectif 2030 pour qu'on puisse éliminer ce cancer-là comme problème de santé publique dans les pays. En 2018, le Burkina Faso, dès 2015, déjà avait vu ça et avait déjà décrété, ou en tout cas voté une loi qui permettait aux femmes de pouvoir bénéficier d'un dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et le traitement des lésions précancéreuses. Il faut savoir que pour des pathologies ou des cancers comme le cancer du col de l'utérus, ça commence dans 80% des cancers par une infection liée au virus de HPV, de Human Papilloma Virus, et ça va créer des lésions précancéreuses qu'on peut voir très tôt pendant un dépistage et traiter en maximum une heure une patiente et sauver sa vie ou en tout cas empêcher qu'elle développe un cancer du col de l'utérus. Donc, il y a l'objectif de pouvoir dépister tôt et traiter les femmes pour éviter la survenue du cancer. Donc, depuis 2015, le Burkina a cette loi votée, même si en pratique, c'est pas mis en place parce qu'il y a des limites liées à la disponibilité des intrants notamment, mais aussi la disponibilité des ressources humaines qualifiées pour pouvoir faire ce dépistage et ce traitement des lésions précancéreuses. Et plus récemment, en 2023, le pays a voté la gratuité de la radiothérapie. Donc, encore faut-il atteindre la radiothérapie. Donc, le traitement du cancer commence généralement avec une légère, une chimiothérapie, une chirurgie, puis une radiothérapie. Généralement, pour ceux qui suivent les trois traitements, c'est dans ce ordre-là. Et en 2023, il a été décidé que pour tous les enfants atteints de cancer, il y aurait une radiothérapie gratuite. Et pour les femmes atteintes de cancer du sein, du col de l'utérus, la radiothérapie serait gratuite. Et pour les hommes, le cancer de la prostate, la radiothérapie sera gratuite. Mais comme je vous l'ai dit, la chimiothérapie, par exemple, n'est disponible que dans les 3 villes du pays qu'on voit ici. Et donc, le reste, si un patient qui est à Dori, qui a ce cancer-là, est obligé d'être référé vers le centre de prise en charge le plus proche pour bénéficier de la chimiothérapie. Quand on regarde la chirurgie, c'est disponible seulement dans 2 villes, principalement Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Et vous voyez qu'il y a cette inégalité pour ceux qui habitent loin. Et malheureusement, cette radiothérapie qu'on dit gratuite n'est disponible qu'à Ouagadougou. Donc, encore faut-il pouvoir y arriver et pouvoir trouver les ressources nécessaires pour rester sur place pour bénéficier de cette radiothérapie. Donc, il y a tout ça qui crée des barrières d'accès à la prévention, au traitement des cancers dans le pays.
Le pays aussi, le Burkina a lancé en 2022 la vaccination pour prévenir justement l'infection à HPV qui peut conduire à un cancer pour plus tard. Le pays a introduit le Gardasil 4. C'est l'un des premiers pays dans la région, dans la zone ouest africaine, à introduire ce vaccin-là, qui est gratuit en une seule dose pour les filles à partir de 9 ans et a été élargi à celles âgées de 14 ans. Malheureusement, il y a toujours l'ignorance, la peur, l'hésitation vaccinale et le manque de confiance au système de santé parce que ça a été introduit en 2022 juste après la COVID, quand on sortait de la COVID, quand justement il y avait ces polémiques autour des vaccins, surtout les vaccins qu'on emmenait en Afrique. Donc, ça crée ce frein-là. Et il faut savoir que c'est un vaccin qui cible seulement les filles. Alors que dans le calendrier vaccinal des enfants, on vaccine tous les enfants, filles comme garçons. Donc ici, on cible seulement les filles. Ça crée encore la psychose chez les parents qui se demandent pourquoi nos filles, parce qu'il y a eu ce manque de communication, de sensibilisation qui fait qu'on se méfie d'un vaccin qu'on donne seulement à des filles, parce qu'il y a plusieurs idées reçues autour de ça. Donc ça crée justement cette barrière à la prévention du cancer du col de l'utérus qu'on peut pourtant prévenir et éliminer. Donc, nous, depuis 2022, notre équipe de recherche a commencé à s'intéresser à cette problématique des cancers au Burkina Faso. Et nous avons en fait bénéficié d'une initiative qui visait à développer le concept de chaire de recherche en Afrique subsaharienne. Il y avait 15 pays qui étaient visés parce que les chaires de recherche étaient peu connues, voire n'existaient pas. Donc, c'est une initiative qui est portée par la Fondation Oliver Adélaïde Tambo en Afrique du Sud, le département de sciences et de l'innovation, la National Research Foundation et le CRDI au Canada. Donc, l'initiative visait à sélectionner sur une base compétitive des équipes pour bénéficier d'un financement de 5 ans pour mettre en œuvre des recherches. Et nous avons soumis un dossier pour faire de la recherche de la santé publique, notamment focalisée sur le cancer. Au niveau national, on est soutenu par l'université parce que c'est l'université qui héberge ces chaires, mais aussi par le qui finance la recherche au Burkina Faso, appelé le Fonds RID. Donc, précisément, la chaire est portée par le professeur Olga Lompo, qui est anatomopathologiste et qui est la coordonnatrice de la chaire, et moi-même, Samira Touedo, qui suis la coordonnatrice. L'objectif pour nous en mettant en œuvre ces recherches-là, c'est vraiment de générer des données, des connaissances et des stratégies qui vont contribuer à la lutte contre le cancer, aussi bien au Burkina Faso que dans la sous-région ouest africaine, parce qu'on sait que si on trouve il y a toujours des similitudes dans les stratégies qu'on pourra mettre en œuvre. On pourra toujours les adapter au contexte. Et de façon spécifique, nous voulons renforcer l'exhaustivité et l'exactitude des données collectées sur le cancer parce qu'on ne peut pas connaître le fardeau, ou en tout cas d'un pays, d'une maladie si on n'a pas de données probantes, de données réelles pour avoir une photo de la maladie. Donc, on veut soutenir, on soutient la collecte des données, sachant bien qu'il n'y a qu'un seul registre actuellement au Burkina Faso, et c'est un registre qui est hébergé dans un hôpital du pays, le plus grand hôpital du pays, Yalgado Ouedraogo, qui collecte un peu les données sur les cancers. Et on veut contribuer à améliorer aussi la trajectoire thérapeutique des patients, parce que jusqu'à présent, on ne connaît pas réellement la trajectoire thérapeutique des patients atteints de cancer. Quand on sait que dans le pays, il y a un recours fréquent ou élevé à l'automédication et aussi à la consultation chez des tradithérapeutes. Donc, on veut comprendre la trajectoire qui influence souvent la survie, la qualité de vie des patients. Et aussi, on met en œuvre des actions, des interventions de prévention afin d'informer les politiques de lutte contre la maladie. Donc, pour l'instant, on s'est focalisé sur les cancers les plus fréquents
en n'oubliant pas les cancers de l'enfant. Donc, on a commencé par des thématiques de recherche qui sont attribuées par des étudiants au master, des médecins ou des pharmaciens en fin de formation pour leur thèse d'exercice. Mais aussi, on a 5 ou 6 étudiants en thèse qui portent des sujets sur lesquels nous travaillons. Je vous présente un peu les projets qu'on a finalisés. Il n'y a que quelques-uns parce que vu le temps qui était imparti. Donc, on a mis en œuvre un projet pour voir, au lieu d'avoir un seul registre dans le pays qui ne cible que moins de 10% de la population, est-ce qu'on peut mettre des registres dans les autres villes que je vous ai montrées sur la carte où il y a des centres de diagnostic pour pouvoir avoir une idée un peu du fardeau de la maladie? Donc, on a fait une étude d'acceptabilité de la faisabilité de la mise en œuvre de registres dans ces villes-là. Et les résultats qui ont fait l'objet, qui font l'objet actuellement d'articles en cours de rédaction montrent qu'il y a une bonne acceptabilité locale du principe de mettre en œuvre des registres. Les autorités sanitaires sont ouvertes à la mise en œuvre, les soignants, la communauté. Et les ressources humaines disponibles aussi sont prêtes à vraiment mettre en œuvre ce registre-là. Encore faut-il qu'il y ait des infrastructures qui soient mises en place, adaptées, mais qu'il y a aussi la formation continue, le renforcement de capacités et des outils de collecte standardisés qui vont leur permettre de vraiment faire cette collecte-là. Donc, ça montre qu'on a de la marge de pouvoir implémenter ces registres-là dans le pays, dans les villes qui n'en ont pas. Une autre étude que nous avons mise en œuvre, c'était de voir la survie des principaux cancers de l'enfant qui ont été diagnostiqués. Et pour voir la survie à 5 ans, on s'est limité aux cancers qui ont été diagnostiqués entre 2016 et 2018. Et il faut savoir que les 3 cancers les plus fréquents chez l'enfant, c'est le lymphome de Burkitt, le néphroblastome et le rétinoblastome. Malheureusement, pour le cancer du Burkitt, c'est un cancer qui, à plus de 73%, arrive à un stade avancé et où les enfants atteints de ce cancer ne vivent pas longtemps. Donc, il n'y a que 23% de survie à 5 ans. Pour le néphroblastome, il y a plus de 26% qui arrivent déjà métastatiques et la survie dépasse, à 5 ans ne dépasse pas 46%. Et pour le rétinoblastome, plus de la moitié arrivent métastatiques et moins d'un tiers de ceux qui arrivent ne survivent pas au-delà de 5 ans. Ça montre que les décès chez les enfants pourtant, les cancers de l'enfant sont la plupart du temps des cancers où la survie est bonne, mais dans notre contexte, on voit que du fait du stade de diagnostic qui est tardif, les patients décèdent à moins de 5 ans. Et comme nous avons l'intention, comme nous mettons en œuvre des activités, on fait de l'action recherche. Donc, on profite d'une activité qui bénéficie à la population pour collecter des données pour faire des études. Donc, par exemple, pour cette deuxième étude, nous avons voulu connaître les connaissances, les attitudes et les pratiques des étudiants des universités publiques en matière de prévention des infections sexuellement transmissibles. Parce qu'on sait par exemple que les infections sexuellement transmissibles comme les hépatites B ou le HPV vont plus tard conduire à des cancers du col de l'utérus ou du foie. Donc l'idée c'était de voir est-ce que ces jeunes-là qui entre guillemets constituent la future élite de la population connaissent ces infections-là mais aussi à des pratiques qui les permettent de prévenir la survenue de ces infections. On a interrogé à travers le pays, dans 8 universités répandues partout dans le pays, plus de 3000 étudiants pour un peu avoir des informations. Et les données ont montré qu'il y a quand même de bonnes connaissances des IST. Donc, ils pouvaient citer 2, 3 IST. Malheureusement, il y a des attitudes stigmatisantes envers les personnes qui sont atteintes d'IST. Et il y a des tabous autour des IST. Donc, la sexualité est toujours tabou chez les jeunes. Ils n'en parlent pas, même si on a constaté ces dernières années des modifications des comportements, donc des comportements, entre guillemets, libertines, si je peux le dire ainsi. Et les pratiques, on se rend compte que plus de 2 tiers de ceux qui ont des rapports sexuels avaient des rapports sexuels non protégés. Ça veut dire que, voilà, ils connaissent la maladie, mais ils prennent quand même le risque d'avoir des comportements à risque. Donc, ça nous montre déjà qu'il y a des actions à mettre en œuvre
Et à travers cette étude, on s'est rendu compte que les universités, les universités les plus récentes, c'était dans les universités les plus récentes qu'il y avait de faibles connaissances de la maladie. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre en place des programmes ou des stratégies pour mieux communiquer, sensibiliser ces étudiants qui constituent même des ambassadeurs dans leur communauté pour prévenir ces infections-là. Une autre étude intéressante qu'on a menée, c'est une étude pour voir la connaissance, les attitudes et les pratiques en matière de prévention des cancers. Parce que la plupart des cancers peuvent être environ, selon les études réalisées en Occident, environ 40% des cancers peuvent être prévenus avec, si on adopte des habitudes de vie, entre guillemets, qui permettent de se protéger, comme ne pas boire beaucoup d'alcool ou en tout cas ne pas fumer, entre autres. Donc, l'idée, c'était de voir que connaissent les gens, la population générale, mais aussi les professionnels de santé en matière de prévention de ces cancers. Et on a pu, à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, les deux plus grandes villes du pays, on a pu interroger des représentants de ménages, mais aussi des professionnels de santé. Plus de 500 ménages, représentants de ménages et plus de 600 professionnels de santé ont été interrogés pour savoir ce qu'ils connaissaient des cancers et ce qu'ils mettaient en œuvre. Donc, on a constaté qu'il y avait de bonnes connaissances et qui étaient liées à un âge élevé, un niveau d'instruction aussi élevé. Et chez les populations, ceux qui avaient des informations à travers des agents de santé avaient aussi de meilleures connaissances sur le cancer. Ceux qui avaient une profession stable aussi. Et le fait d'avoir une formation continue chez les professionnels de santé montrait qu'ils avaient plus de bonnes connaissances de la maladie. Les pratiques aussi dépendaient du niveau d'instruction de la population générale, du fait qu'ils aient de bonnes connaissances de la maladie, du fait qu'ils aient été informés par les agences de santé. Et en matière de bonnes pratiques chez les professionnels de santé, c'est les professionnels de santé de sexe féminin qui avaient de meilleures pratiques ou de bonnes pratiques en matière de recommandations ou de mise en œuvre de recommandations de dépistage auprès de leurs patients. Donc, c'était des données qui peuvent orienter aussi les stratégies de renforcement de capacité des professionnels de santé et de la population générale. Là, on veut influencer les politiques en matière de lutte contre le cancer. Donc, on s'est dit qu'il faut à un moment donné que tous les parties prenantes qui travaillent sur le cancer puissent échanger pour voir qu'est-ce qu'on fait, comment on renforce les capacités des acteurs. Donc, lors on a entrepris des concertations entre les parties prenantes pour élaborer des stratégies de sensibilisation et de communication sur le cancer. Et là, ici, on avait fait un atelier pour travailler ensemble. Donc, pour cet atelier, il y avait des acteurs de la société civile, des ONG, des professionnels de santé, des cancérologues et des communicants, des gens du domaine de la communication, des chercheurs comme nous et des patients qui étaient, malheureusement, il y a des patients qui ont témoigné, qui étaient présents à cet atelier. On en a perdu 2 l'année dernière après l'atelier. Mais c'était un atelier qui nous a permis déjà de lever des non-dits sur les cancers, des obstacles, discuter de ce qui qui avait comme difficulté en matière d'accès aux soins, en matière d'accès aux données des cancers. Donc, c'est un projet aussi qu'on a pu mener à terme l'année dernière. Après ça, il y a toujours des projets en cours qu'on porte toujours, qu'on est en train de finaliser. Notamment, on a une thèse, un PhD en cours sur les cancers de la vessie. On est en train de voir si il y a le fardeau du cancer de la vessie qu'on observe est peut-être lié à des facteurs du fait que de plus en plus, depuis ces 10-20 dernières années au Burkina, il y a eu une explosion des sites miniers qui constituent des zones où les populations utilisent des substances qui les exposent à des risques de survenue de cancer. Est-ce que c'est lié à l'explosion minière ou pas, l'explosion minière ces dernières années ou pas? Donc, il y a des données, c'est une étude qui est en cours. On veut estimer l'incidence et les facteurs qui sont associés à la survenue des cancers de la vessie au Burkina Faso. La survie. On a fait déjà une étude sur la survie des cancers chez les enfants. On veut étendre cette étude de la survie sur les autres localisations pour voir comment, en tout cas, on survit ou quelles sont les chances de survie au Burkina lorsqu'on a un cancer et comment on peut mettre en œuvre des stratégies pour améliorer cette survie.
On ne peut pas lutter efficacement contre le cancer si on ne connaît pas l'itinéraire thérapeutique des patients, si on ne connaît pas aussi le fardeau économique réel. On a une idée parce que chacun a forcément autour de lui ou dans sa famille quelqu'un atteint de cancer. On sait que ça coûte énormément, très cher, mais on n'a pas encore de données quantifiées sur ce sujet. Donc, l'idée de ce travail-là, cette étude qui est en train d'être mise en œuvre, c'est de voir l'itinéraire thérapeutique des patients atteints de cancer, mais aussi le fardeau économique. Et vu que nous travaillons beaucoup dans la prévention, nous voulons beaucoup pousser cette notion d'intégration des soins. Parce que pour ceux qui savent, ça c'est une notion en vogue, l'intégration des soins. On se dit que quelqu'un qui vient pour un palu, il faudrait qu'on puisse lui donner un certain nombre de conseils en matière d'hygiène de vie pour prévenir aussi des maladies non transmissibles comme le diabète ou le cancer ou l'hypertension. Donc, il y a, pour ceux qui le savent, il y a le WUPEN de l'OMS qui a été mise en œuvre. Mais au-delà du WUPEN, nous, on souhaite voir comment on peut intégrer concrètement les soins ou la prévention du cancer dans ce qui est déjà disponible. Parce qu'il y a des pans de services de santé en Afrique ou au Burkina qui sont super bien dotés de moyens de financement. Est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de ça pour introduire la notion cancer? Donc, on a fait des activités ou en tout cas, on mène des activités pour un peu voir comment les parties prenantes s'approprient cette notion d'intégration des soins dans leur stratégie ou dans leurs actions quotidiennes. Et au-delà de ça, on essaie aussi de mettre en œuvre un projet de création d'outils de sensibilisation destinés aux professionnels de santé, mais aussi au public. Donc, on a lancé, par exemple, des concours pour avoir des idées de comment, que ce soit des sites web ou que ce soit des applications ou des flyers ou des boîtes à outils pour pouvoir renforcer les capacités de la population et des professionnels de santé en matière de lutte contre le cancer. Et on profite aussi des plateaux télé pour communiquer sur la maladie, pour communiquer sur nos projets afin de vraiment créer cette notion de communication régulière sur le cancer. En matière de prévention toujours, ça, pour ceux qui connaissent le Burkina ou qui l'ont entendu parler, l'année dernière, le Burkina a acquis 15 cliniques mobiles. C'est des cliniques super équipées. À l'intérieur, il y a comme tout ce qu'il faut pour, en tout cas, faire une consultation à un patient. Mais plus principalement, ces cliniques sont dotées de mammographes pour faire de la mammographie sur place et aussi de moyens pour faire dépistage du cancer du col de l'utérus, mais aussi un traitement des lésions précancéreuses. Donc, ces cliniques mobiles ont été dispatchées dans le pays pour faciliter l'accès, pour rapprocher les soins et la prévention le plus possible de la population. Donc, on est en train de tester l'acceptabilité, la faisabilité de l'utilisation de ces cliniques-là. Il y a déjà deux activités qu'on a fait sur le terrain qui nous a permis non seulement de communiquer, sensibiliser sur le cancer, fournir du dépistage des cancers du sein, du col de l'utérus à la population, mais aussi tester comment on peut mieux adapter l'utilisation de ces cliniques-là pour être le plus efficace possible. Donc, voilà un peu ce qu'on amène, quelques projets qu'on a pu mettre en œuvre jusqu'à présent. Il y a d'autres que je n'ai pas présentés par souci de temps. Donc, tous ces projets qui sont en cours, là, si vous en avez vu qui vous intéressent, n'hésitez pas. Je suis disponible, on est disponible à collaborer parce que c'est des études qu'on peut toujours renforcer, bonifier et vous êtes les bienvenus pour collaborer. Sinon, on a identifié aussi des pistes possibles par rapport au profil des chercheurs de l'école de santé publique ils peuvent nous accompagner dans la mise en œuvre. Notamment, vous avez vu que j'ai présenté le fait qu'on on veut implémenter ou en tout cas mettre en œuvre des registres dans certaines localités. L'idée, c'est de voir comment est-ce comment on peut mettre en œuvre ces registres-là de façon efficiente
pour que ces registres fonctionnent bien, pour que en termes de financement, il n'y ait pas de soucis et pour que l'utilisation soit le plus efficace possible. Donc, on se dit qu'avec l'expertise des chercheurs de l'ESP, peut-être certainement que vous pouvez nous accompagner dans ce sens-là. Et comme vous l'avez vu, on veut estimer des incidences et des survies liées à des cancers. Et malheureusement, il y a beaucoup de données manquantes pour beaucoup de localisations de cancer, mais aussi les données qui existent ne couvrent même moins de 15% environ de la population. Comment est-ce qu'on pourrait calculer de façon efficiente ces incidences, ces mortalités liées à ces cancers-là? Donc, vous êtes les bienvenus pour nous soutenir si possible. Et vous avez vu aussi nos projets sur le fardeau économique, les coûts des traitements, l'itinéraire thérapeutique, les barrières d'accès au traitement. C'est des notions qu'on a commencé à étudier, mais comme il y a de la matière pour approfondir la recherche sur le sujet avec vous si vous le souhaitez. Enfin, en termes de politique publique, de prévention, on veut vraiment comment éclairer, comment intégrer la prévention dans les soins courants parce que pouvoir, disons, bénéficier ou profiter de toutes les ressources dont disposent certains secteurs de la santé et intégrer la notion de prévention de cancer, que ce soit prévention primaire à travers la sensibilisation, la communication, mais la prévention secondaire à travers le dépistage. Et comme vous l'avez vu, les cliniques mobiles aussi sont là. C'est des ressources qui sont disponibles, mais dont qu'il faut utiliser avec des stratégies adaptées pour que déjà ça puisse bénéficier au maximum, mais que ça puisse aussi être soutenu dans le long terme. Et bien sûr, améliorer la qualité de la prise en charge des cancers. Ça, c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment de tout cœur. Et donc, on se dit que, voilà, si vous avez des idées de comment vous pouvez nous soutenir, n'hésitez pas. Donc, voilà un peu parcouru ce que je peux vous présenter comme travaux qu'on met en œuvre et sur lesquels vous êtes bienvenus pour collaborer. Merci. Merci beaucoup, Samiratou, pour ce partage d'expérience. Je vois que donc, la discussion est ouverte, il y a une main levée. Elisabeth, tu as la parole. Je cède la parole pour poser une Merci question. beaucoup, Fatih. Merci beaucoup, Samira. Tout c'était super intéressant. Dis-moi, est-ce que au Burkina, il y a une bonne intégration de la médecine traditionnelle dans le système de santé, une bonne collaboration? Quelle est la place de la médecine traditionnelle justement dans la lutte contre le cancer, que ce soit au niveau de la prévention, de la détection ou même du curatif? Est-ce qu'il y a aussi soit des collaborations, soit des recherches sur la pharmacopée traditionnelle, etc., en la matière, ou est-ce que vous misez tout sur la médecine allopathique? Oui, très bonne question. C'est vraiment une thématique émergente, l'intégration, là, cette intégration. Et pour dire vrai, il n'y a pas de visibilité. Et à travers ce travail sur l'itinéraire thérapeutique, on veut vraiment voir quelle est la place des tradithérapeutes dans la prise en charge. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de diagnostic, on n'est pas sûr qu'ils aient une bonne place parce qu'ils n'ont pas forcément les outils de diagnostic. Mais vu que le coût de la prise en charge, ça coûte excessivement cher de soigner un cancer, donc les patients, même si elles sont diagnostiquées, elles vont à un moment donné abandonner leur traitement moderne pour aller vers des tradithérapeutes. Donc, on souhaite vraiment comprendre ce qui se passe. Pour être honnête, il n'y a pas de données claires, d'études réellement qui nous donnent des orientations sur le sujet. On a tenté à un moment donné avec une thèse, de faire une étude sur une recette qui avait été promue comme vraiment ce qui soit un cancer du col de l'utérus. Malheureusement, la coopération avec ce tradithérapeute a été difficile parce que on voulait aller en observateur, donc une étude observationnelle pour voir un peu suivre ses patients. On n'a jamais pu le faire parce que lui, il voulait que nous, on lui laisse collecter les données pour nous. On s'est dit non, tu vends ta chose ou tu fais la promotion de ton travail, on peut pas. Donc, ça a été difficile de collaborer.
on se dit qu'avec ce travail qu'on est en train de faire sur l'itinéraire thérapeutique, ça va être un game changer parce que ça va nous permettre déjà d'identifier les tradithérapeutes les plus sollicités en termes de cancer et peut-être nouer des collaborations pour pouvoir intégrer. Donc, c'est vraiment open encore, hein? Donc, c'est quelque chose on a hâte d'explorer toujours. Super, merci. Merci, Elisabeth. Merci, Elisabeth. Monsieur Zouré, vous aviez levé la main, elle est baissée. Est-ce que vous voulez toujours intervenir? Oui, Monsieur Zouré, un de nos collaborateurs du Burkina. Donc, docteur Zouré ou professeur Zouré, même, n'hésitez pas à prendre la parole pour intervenir, hein, ou corriger ce que je dis. Donc, je rappelle justement que mes collègues sont en ligne. S'il y a des choses que vous voulez rajouter par rapport à ma présentation, n'hésitez pas du tout. Vous êtes bienvenus. Parce que j'ai vu la main levée. Tout à fait. Merci. Je peux y aller? Oui. Allez-y, monsieur, vous avez la parole. Merci bien, professeur Fatih Kirakoya. Merci à Samiratou pour cette belle présentation. Et voilà, là, je sens maintenant qu'au niveau de la recherche sur le cancer, on commence à dire des choses quand même au niveau du Burkina Faso. Et là, comme elle a dit, justement, grâce justement à la chaire qu'elle conduit avec notre cher maître professeur Lompo. Alors donc, vraiment, c'est très bien parce que, comme elle a bien décrit la situation, le tableau est un peu peint en noir. Donc, il nous faut des actions très urgentes parce que là, on a maintenant une tendance au niveau des prévalences des cancers qui augmentent dans notre pays. Et là, il faut non seulement la recherche pour comprendre la situation, et aussi pouvoir guider les décideurs. Donc, c'est ce que la chaire fait et nous sommes en collaboration avec eux. Donc, ce qu'elle a dit, je suis parfaitement d'accord. Maintenant, par rapport à la médecine traditionnelle, oui, c'est vrai. Au niveau de l'IRSS aussi, qui est notre institut de CNRST, je sais qu'il y a des prémices des travaux, surtout sur les hépatocarcinomes, qui ont été menés avec professeur Sombier et hépatogastro, donc sur certains éléments. Mais ce qui reste, c'est surtout la validation clinique. C'est surtout ça notre challenge souvent. Et voilà, comme votre école est dans ce sens-là, bon, comme Samira l'a dit, et s'il y a des collaborations dans ce sens, les validations cliniques pourraient intervenir et nous faire avancer dans ce sens-là. Alors, donc, il faut dire aussi que, en plus de ce que Samira a présenté sur les aspects épidémiaux qu'elle maîtrise bien, alors nous aussi, dans cette équipe-là, on a aussi des aspects de génomique, de génétique que vous savez très bien, qui peuvent influencer non seulement les traitements, et aussi, en tout cas, c'est des éléments que nous explorons aussi au niveau de la chaire, comme elle a dit, avec des étudiants qui sont en PhD et autres. Donc en plus des aspects épidémiaux clairement définis, on a ces aspects de biologie, de génétique et tout qui vont avec. Donc vraiment, c'est ce que je voulais compléter et dire que nous sommes très ravis justement de pouvoir échanger justement sur cet aspect de cancer au niveau du Burkina. Merci bien. Merci, Monsieur Zouré. Madame Robin, vous avez la parole. Oui, Madame Labatte. Merci beaucoup pour la présentation, c'est très intéressante, très riche. Alors moi, je suis doctorante au sein du projet de recherche Cenovi, vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est porté par l'IAC et qui travaille aussi sur la prise en charge du cancer du sein, l'expérience des patientes et les mobilités thérapeutiques sur plusieurs pays, notamment le Mali. Et du coup, moi, je travaille plus précisément sur le rôle des associations de patientes dans le transfert de connaissances sur le cancer du sein. Et je me demandais un peu, voilà, au niveau du Burkina, est-ce qu'il y a des associations de patientes? Est-ce qu'elles sont actives à la fois en termes de plaidoyer, de sensibilisation? Et quelle place elles occupent aussi dans le cadre des activités que vous menez? Merci. Très bonne question et très, très pertinente. Bonjour Julie, et enchantée et ravie.
Effectivement, avec Cenovi, on est en train d'explorer, on n'a pas encore concrètement fait quelque chose, mais on est en train d'explorer des opportunités de collaboration. Et pour répondre, oui, il y a des associations de patients, il y a des initiatives de la société civile autour de cette pathologie. Mais j'avoue, pour avoir côtoyé beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de méfiance. Il y a beaucoup de frilosité parce que les gens ont peur de parler, les gens on ne savent pas. Et souvent, nous, on a créé, par exemple, une association qui regroupe des patients atteints de cancer, mais des gens guéris, mais des gens aussi qui ont perdu leurs proches de cancer. On avait des membres atteints de cancer qui étaient dedans, qui sont décédés, malheureusement. Et quand on évoque cette thématique-là, il y a cette crainte de parler de choses ou de parler, le tabou déjà de la maladie. La plupart des cancers, c'est 5 cols de l'utérus chez les femmes. Donc, il y a toujours cette stigmatisation des personnes atteintes de cette maladie parce que les gens pensent que on n'attrape pas la maladie, on attrape la maladie parce qu'on n'a pas eu de comportement adéquat, sexuel adéquat. Donc, il y a ce tabou autour de la maladie qui existe, qui fait que les patients atteints de cancer sont très réservés. Je sais qu'il y a des groupes WhatsApp, il y a des réseaux WhatsApp de ces patients-là. On a la chance de collaborer avec certains d'entre eux et on travaille justement à lever justement cette crainte-là, à déstigmatiser la maladie pour qu'on puisse trouver ensemble des solutions. Et oui, je peux vous assurer que les associations existent et les patients aussi sont... Ils se regroupent, ils essaient de trouver des solutions à leurs problèmes. Merci, Je ne sais pas si j'ai Samira. répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Merci. Aline, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samira, pour la présentation. Donc, effectivement, comme l'a dit Monsieur Zouré, on voit que le tableau sanitaire, il fait un petit peu peur, mais comme dans beaucoup d'autres pays. Par contre, votre tableau recherche, il est juste incroyable. Enfin, moi, je suis impressionnée de voir tout ce que vous arrivez à faire dans le domaine du cancer. C'est vraiment super chouette. Bravo. Et j'avais une question par rapport aux enquêtes CAP dont tu as parlé au début. Si j'ai bien compris, vous en avez fait deux différentes avec des types de personnes différentes pour analyser des choses différentes. Et vu qu'ensuite tu parles de recherche-action et du fait que vous vous accrochez à des interventions existantes pour profiter, pour collecter des données, je me demandais ce que vous aviez fait de ces enquêtes CAP. Est-ce que derrière, vous utilisez toute cette analyse pour proposer des interventions? Est-ce que, je ne sais pas moi, vos étudiants ou vos doctorants utilisent ces infos-là pour ensuite tenter des changements quelque part dans le système? Voilà, juste savoir si s'il y avait un lien ou pas. J'ai personnellement vu beaucoup d'enquêtes CAP passer et j'ai participé à certaines dans les pays où je travaille, où on est super content une fois qu'on a les chiffres, puis j'ai l'impression que derrière, voilà, on monte l'info au ministère, puis on fait trop rien, et donc c'est un peu dommage. Et donc je voulais voir ce que vous aviez réussi à faire de tout ça. Très pertinent. Et la plupart des enquêtes, quand on le fait sur place déjà, ça constitue des opportunités pour sensibiliser, communiquer sur la pathologie pour laquelle on collecte des données. Mais au-delà de ça, vous avez vu qu'on a des projets pour changer les comportements, sensibiliser, intégrer les soins. Tous ces projets qui sont en planification vont se nourrir des résultats de l'enquête CAP. Par exemple, on se rend compte que les femmes, les professionnels de santé sont celles qui ont de bonnes pratiques en termes de recommandations de dépistage de leurs patients. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour que la communication sur le cancer touche aussi bien les hommes que les femmes et que les professionnels de santé aient des formations continues parce qu'on a vu que c'est ceux qui avaient des formations continues en lien avec le cancer, qui abordent la thématique cancer, qui ont des meilleures connaissances et de meilleures pratiques de prévention de cette maladie. Donc, ça veut dire qu'il faut cibler, il faut en tout cas introduire la thématique cancer dans les formations, les curricula, ça c'est sûr, mais aussi dans les formations continues de ces patients-là. Il faut le renforcer. Donc, tout ça, effectivement, les enquêtes CAP pour nous, c'est le préliminaire pour tester ou développer des stratégies interventionnelles sur le terrain après. Donc, oui, mais on est ouvert à des collaborations pour nous aider, en tout cas, à les développer comme il faut, à les implémenter comme il faut, en tout cas, à avancer sur toucher
la cible, toucher aussi bien les professionnels de santé, la population générale, mais aussi les décideurs, parce qu'au niveau décisionnel, il y a beaucoup d'actions à faire. Merci, Merci. Samira. Je vois que M. Zouré a encore levé la main. J'imagine que c'est pour apporter un complément à l'échange qui est fait ici. Vous avez la parole, M. Zouré. Et alors, j'ai quelques questions aussi. Tout à fait. Ok, tout à fait. Merci bien pour la parole. Oui, je voulais ajouter un peu ce que Samira a dit, c'est dire que comme elle a su bien situer au début, la recherche sur le cancer est au début, hein, je vais dire comme ça, entre griffes, au Burkina. Et donc là, on a maintenant la chance qu'il y a le programme national de lutte contre le cancer qui est mis en place et qui commence à dérouler ses activités. Et justement, les résultats de nos recherches sont utilisés souvent enfin, commencent à être utilisés par ce programme-là. Et comme je l'ai dit, il est au début. Et donc, on essaie justement de faire dans ce sens-là. Sinon, avant, ce n'était pas évident. Là, on est conscient, ce n'était pas évident parce qu'on a les résultats de la recherche, mais au ministère, on n'avait pas vraiment un point d'ancrage pour pouvoir avoir une action sur le décideur. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup. Donc, Samira, moi, tu as évoqué la vaccination HPV en sachant que cette vaccination-là, elle est à ce stade-ci consacrée aux jeunes filles. Donc, je sais que dans les pays du Nord, on est passé à des vaccinations qui impliquent également les jeunes garçons. Est-ce que c'est à l'agenda au niveau du Burkina d'étendre ce vaccin HPV à la population des jeunes garçons? Ça, c'est ma première question. Et alors, ma deuxième question, toujours en lien à la vaccination HPV, c'est quel est le taux de pénétration de la vaccination chez les jeunes filles? Est-ce que c'est des données que vous avez accès? Est-ce que si vous avez accès à ces données-là, est-ce que on sait voir les écarts qui existent? On sait très bien comment l'accessibilité géographique est pas évidente et tu l'as si bien rappelé ici. Est-ce qu'on sait voir en fonction des zones urbaines, rurales, mais aussi en fonction du niveau socio-économique? Je pense que toutes ces informations-là, sont importantes pour le plaidoyer parce que plus on va documenter le poids, le fardeau de certains éléments en lien au cancer, on pourra facilement convaincre le politique. Et donc, ça commence par justement ces données-là. Et voilà. On a déjà un premier lot de questions. Donc, ton micro est fermé. Merci. C'est vraiment des questions très, très, très pertinentes. Et Dr Zouré est là, il est beaucoup plus dans le volet biologie et autres. Il pourra confirmer avec moi. Effectivement, cette notion ou cet intérêt de vacciner aussi les garçons, on le porte en tant que chercheur, en tant que société civile dans des associations parce qu'on se dit que il faut aussi couper cette chaîne de transmission-là en vaccinant les garçons. Malheureusement, comme beaucoup de pays à ressources limitées, on dépend d'un mécanisme de donation ou en tout cas de réduction des frais d'accès au vaccin qui dépendent de Gavi. Il y a beaucoup de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Ce qui fait que déjà au départ, quand le vaccin a été implémenté en 2022, ça ne ciblait que les 9 ans. Donc, c'était les 2 doses toujours. Après, avec la mise à jour que l'OMS a faite, on a dit qu'on pouvait aller à 1 dose, on pouvait étendre au-delà de 14 ans. Et ce que j'avais cru entendre, c'est qu'ils voulaient aussi faire un rattrapage pour même vacciner des filles jusqu'à 18 ans qui n'avaient pas encore eu de rapport sexuel, qui pouvaient encore bénéficier de ce vaccin-là. Donc, il y a l'ambition d'étendre le vaccin tant que possible. Mais il y a l'autre lutte qui est non seulement d'avoir, au-delà du garde-asile 4 qui couvre les 4 génotypes, d'avoir le garde-asile 9, certainement qui couvre beaucoup plus de génotypes liés au HPV pour avoir une meilleure couverture déjà des filles qui sont vaccinées. Et aussi, pourquoi pas réfléchir, aller au-delà de créer des vaccins spécifiques parce qu'on se rend compte qu'il y a
des HPV à haut risque qui circulent dans nos contextes, qui ne sont même pas dans les HPV, le vaccin qui couvre les 9 génotypes qu'on utilise en Occident ou partout. Donc, la lutte est là, le plaidoyer est là. Bien sûr, il faut que des fenêtres d'opportunité pour atteindre les décideurs, mais aussi il faut que les ressources. Et actuellement, le pays a fait des efforts pour augmenter un peu l'enveloppe budgétaire liée à la santé. Donc, on espère qu'avec ça, tout ce qu'il y a comme vaccin prévention aussi va bénéficier de financements conséquents pour pouvoir non seulement étendre la couverture vaccinale, mais aussi parler en termes d'amélioration de cette couverture avec des vaccins plus efficients. Et ça, c'est la première question. La deuxième question, c'était le taux de couverture. Je sais pas si il y a une de mes diapositives dans laquelle je présentais un peu cette diapositive qui, c'est une donnée qu'on a obtenue l'année dernière, selon les dernières données statistiques en matière de vaccination, qui montrait que dans certains endroits, vous voyez en bleu là, on a atteint une bonne couverture des filles de 9 ans. Ça, c'était basé sur les filles de 9 ans qui pouvaient bénéficier du vaccin. Maintenant que c'est étendu à 14 ans, on ne sait pas encore si jusqu'à 14 ans, la couverture est assez intéressante, mais on se rend compte que quand même, sur l'étendue, la grande partie du territoire, à 9 ans, ont reçu au moins une dose du vaccin. Par contre, il y a des poches, les zones rouges là, mais qui correspondent aussi aux zones à défi sécuritaire où c'est difficile d'accès, où il y a beaucoup on ne connaît pas, on ne maîtrise pas ce qui se passe. Sachant bien que beaucoup de ces populations ont migré vers des zones plus sûres et certainement les filles ont peut-être bénéficié de vaccins, mais il y a toujours ces zones-là où il y a des poches où beaucoup de gens n'ont certainement pas, des filles de 9 ans n'ont certainement pas encore reçu le vaccin. Donc, voilà un peu ce que je peux dire concernant le vaccin. Il y a des stratégies qui ont été utilisées, des stratégies de vaccination avancées, des campagnes ponctuelles. On a utilisé des leaders communautaires, des chefs religieux pour vraiment atteindre cette cible de 9 ans de filles. Maintenant, c'est étendu aux filles de 14 ans et je pense que le prochain combat, c'est d'inclure les hommes, les garçons et voilà, et de changer même de vaccin pour avoir un vaccin plus efficient. C'est ça, Mirato. Mais ce serait intéressant de voir, parce qu'on sait très bien comment ces cartes-là cachent certaines inégalités hein, au niveau, parce que quand tu vois le plateau central est très bien servi, et tu le dis toi-même, dans les grands centres, c'est toujours ceux qui ont encore cet avantage, d'avoir l'information, d'avoir les ressources, qui se retrouvent justement finalement à avoir accès encore à ces vaccinations-là. Donc, je crois que si on veut réduire, en tout cas créer de l'équité, ce serait intéressant de voir les gaps qu'on peut avoir aussi entre les différents groupes socio-économiques. Donc, voilà. Et alors, j'ai un point qui m'a fait tilt lorsque tu as évoqué l'hésitation vaccinale. Et donc, un des éléments qui est revenu pendant Covid, c'était par rapport aux effets indésirables, en sachant que le Burkina a mis en place une nouvelle agence de régulation pharmaceutique qui fait également Je me rappelle qu'avec certains étudiants sur la pharmaco et puis pharmacovigilance, on avait fait justement des travaux pour montrer un peu les effets indésirables associés qui sont rapportés, bien entendu, à la vaccination COVID pour justement essayer comment dire, sensibiliser les populations pour dire, ben voilà, c'est un vaccin qui est safe. En tout cas, il y a pas d'effet de sécurité important. Est-ce qu'il y a cette collaboration avec l'agence de régulation pharmaceutique parce que eux, justement, ils ont cette information de pharmacovigilance et qui pourrait aussi servir de plaidoyer ou bien d'acteur, de point pour ceux qui seraient en hésitation. C'est une très bonne question. Effectivement, le volet pharmacoépidémiologie lié
au cancer de façon générale est toujours à creuser, hein. J'avoue que c'est l'un des volets qui manque le plus même dans nos plans de projet. Étant pharmacienne, je me sens un peu fautive parce que ça devrait être ma première, mon premier fer de lance. Il n'y a pas encore d'études. Tu nous donnes justement l'opportunité d'aller investiguer et d'aller chercher à savoir quels sont les effets indésirables rapportés liés au vaccin contre le HPV. Je n'ai pas en tout cas personnellement notion d'études ou de données sur le sujet et c'est des choses qu'on va certainement investiguer. Et effectivement, l'ANRP qui a été mise en place, la pharmacovigilance au Burkina est l'une des meilleures, semble-t-il, de la région. Donc, ce serait dommage qu'on ne profite pas de ces informations très utiles qui existent. Et merci d'attirer notre attention. Et les poches aussi d'inégalité, je suis d'accord avec toi, c'est que souvent, au niveau d'une ville, d'une localité, ça cache en fait des choses, parce que des inégalités qui se passent dans les non-lotis ou des données qui ne sont pas collectées, des enfants qui ne sont pas vaccinés, on en connaît, on ne sait pas. Parce que là, c'est des données publiées par l'agence qui est chargée de mettre en œuvre la stratégie. Donc, ce serait bien que nous, en tant qu'évaluateurs externes, on vienne derrière pour comprendre réellement ces données-là, pour s'assurer que, voilà, il n'y a pas ces poches d'inégalité. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci. Et alors, ma toute dernière question, et je pourrais passer la parole à M. Zouré, c'est ici, on est dans une collaboration nord-sud et je trouve ça très, très intéressant comme approche, mais également, j'aurais aimé avoir ton ressenti par rapport à est-ce qu'il y a des collaborations? Parce que de mes lectures, le Rwanda semble être un bel exemple dans tout ce qui est vaccination contre les cancers, suivi et autres. Est-ce qu'il y a des collaborations avec les pays du Sud dans ces projets que tu décris et puis comment c'est mis en place et comment ça nourrit la réflexion par rapport à tout ce qui est déjà fait? Oui, j'avoue que le Rwanda, ça semble être le rêve pour tous les pays africains de pouvoir suivre leur exemple. Ils ont bénéficié d'un plaidoyer politique ou en tout cas d'un appui politique incroyable en fait. Et je pense que beaucoup de nos pays, on a beaucoup, par exemple, les cliniques mobiles qui sont équipées et qui semblent plus viser même des cancers féminins. C'était sous la couverture d'une personnalité politique à l'époque qui avait initié le projet. Donc, lorsqu'on se rend compte qu'il y a ces fenêtres d'opportunité liées à des intérêts ou à des personnes stratégiques qui permettent de faire avancer les agendas en matière de prévention. Pour l'instant, on n'a pas de collaboration avec le Rwanda pour des projets, des études. Donc, c'est l'occasion de faire un appel à des gens qui sont connectés ou pas et qui peuvent nous informer. Je sais que nous sommes dans la dynamique de collaboration sud-sud, beaucoup. Et là, on est en train de développer une collaboration avec des équipes du Mali pour travailler sur des thématiques d'intérêt. Et on se rend compte que beaucoup de pays de l'Est, de l'Afrique du Sud, de l'Est, sont très avancés en matière de lutte contre le cancer, sur lequel on pourrait s'inspirer. Il y a le Rwanda, il y a le Botswana aussi qui est très avancé. Donc, c'est notre ambition. On essaie d'intégrer maintenant des réseaux africains de lutte contre le cancer pour voir dans quelle mesure on va développer ces partenariats. Encore, la limite majeure, c'est les ressources, les financements. Il faut qu'on puisse trouver des mécanismes de financement endogènes ou propres à nous pour pouvoir renforcer ces collaborations-là. Mais c'est en cours d'exploration. Mais merci Samiratou pour ce